Il y a des gens qui ont des souvenirs trop lourds, et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Cindy, 36 ans, est une femme comme les autres. Une vie bien rangée, un métier stable, des amitiés sans histoire. On la décrit comme douce, posée, discrète. Mais il y a quelque chose en elle qui flotte, quelque chose de flou, d'étrangement absent. Depuis l'enfance, elle souffre de trous noirs. Pas des pertes de mémoire complètes, plutôt des zones mortes, des périodes floues, des images qui se brouillent dès qu'on les approche. Elle a appris à vivre avec. Les médecins ont parlé de stress, d'hypersensibilité, de fatigue chronique, mais au fond d'elle, elle a toujours su que ce n'était pas ça. Elle sait que quelque chose s'est passé. Elle ne sait pas quoi, mais son corps, lui, semble s'en souvenir. Et cette sensation étrange, presque quotidienne, de ne pas vraiment habiter sa vie. Cindy a vécu longtemps comme ça, jusqu'au jour où, dans un supermarché banal, un parfum de lessive l'a littéralement paralysée. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Parce que parfois oublier, c'est survivre, mais se souvenir, c'est enfin commencer à vivre. Cindy a grandi dans une maison silencieuse, une maison propre, trop propre. Des couloirs aseptisés, des rideaux fermés, des gestes toujours lissés. Sa mère, institutrice, était décrite comme parfaite, exigeante, structurée, toujours maquillée, jamais débordée. Son père, lui, voyageait souvent. Quand il était là, il parlait peu. Il s'asseyait à table, mangeait en silence, puis partait s'enfermer dans le garage. Cindy, enfant unique, était sage, trop sage. Jamais un cri, jamais une colère. Elle ne se souvient pas de jeu, elle ne se souvient pas d'avoir ri, elle ne se souvient pas non plus d'avoir été câlinée. Mais là est toute la question. Elle ne se souvient pas. Quand on lui parle de son enfance, elle dit toujours la même chose. J'avais une vie normale, j'étais juste un peu dans ma bulle. Elle a appris à ne pas poser de questions, à sourire même quand elle ne comprenait pas, à obéir avant même qu'on lui demande, à disparaître sans bruit. À l'école, elle était brillante mais effacée, jamais de vagues, jamais de conflits. Elle regardait les autres vivre comme si elle n'était pas complètement là. Ses profs la décrivaient comme douce, réservée, sage comme une image. Mais déjà, certaines maîtresses notaient manque de participation orale, grande fatigabilité, absence passagère. On disait que c'était dans sa nature, mais personne ne se demandait si cette nature était une forme de protection. À l'adolescence, elle a commencé à ressentir une chose étrange, des malaises physiques sans cause apparente, des nausées le matin sans être malade, des palpitations quand quelqu'un s'approchait trop, des réactions corporelles démesurées à de simples gestes, une main sur l'épaule, un regard insistant, une proximité dans un couloir. À 17 ans, un médecin lui a parlé d'anxiété. Elle a commencé un traitement léger, puis elle a arrêté. Elle ne voulait pas en faire des tonnes. Elle s'est adaptée, encore. Adulte, elle mène une vie organisée, presque trop. Assistante administrative dans une agence immobilière, métro, boulot, solitude. Elle n'a jamais eu de relation longue. Elle dit toujours qu'elle n'a pas besoin de ça. Mais ses amis remarquent qu'elle évite toujours les sujets intimes, qu'elle dévie dès qu'on parle de sexualité, de corps, de souvenirs. Elle vit dans un petit appartement très épuré, presque vide. Tout est à sa place. Mais elle oublie souvent ce qu'elle a fait la veille. Elle retrouve des choses qu'elle ne se souvient pas avoir rangées. Elle ne regarde jamais de films violents, ni de scènes de tendresse. Elle les zappe, dit-elle. Je m'ennuie, prétend-elle. Mais il y a dans son regard quelque chose qui dit le contraire. Un jour, à 36 ans, elle lit un article sur la dissociation. Le terme l'intrigue. Elle creuse. Elle découvre qu'il existe des formes de traumatisme qui ne laissent pas de souvenirs clairs, des vécus précoces, refoulés, encapsulés dans le corps. Et quelque chose en elle vibre. Elle ne comprend pas encore, mais elle sent que ce mot, dissociation, lui parle. Il ne manquait qu'un déclencheur, un détail minuscule, sensoriel, qui allait réactiver une mémoire restée en sommeil. Ce déclencheur, ce fut une odeur, un parfum banal, une lessive industrielle, dans les rayons d'un supermarché. Ce jour-là, Cindy s'est figée. Elle a senti son cœur s'emballer, sa gorge se nouer, son corps trembler, des images floues, une salle de bain, une porte, une voix, une peur. Ce qu'elle croyait oublier,
n'était jamais vraiment parti. Tout commence un samedi après-midi banal. Cindy fait ses courses, panier à la main, liste en tête, esprit un peu ailleurs. Elle passe dans le rayon des produits ménagers, lessive, adoucissants, désodorisants, rien de particulier. Et puis, cette senteur. Un parfum de lessive très spécifique, poudre ancienne, un peu citronnée, légèrement âcre. Instantanément, son corps réagit. Son souffle se coupe, son cœur s'accélère, ses jambes tremblent, elle agrippe le manche du chariot, tout autour d'elle devient flou. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une panique classique, c'est plus profond. Instinctif, primitif. Elle ferme les yeux, tente de respirer, et là, une image fugace, un carrelage vert, une baignoire ancienne, une lumière jaune presque sale, et une voix grave, détachée, masculine. Elle ne comprend pas ce qu'elle entend, c'est flou mais c'est là. Elle rouvre les yeux en sursaut, tout a disparu. La scène est revenue aussi vite qu'elle s'est effacée. Elle rentre chez elle, bouleversée, elle n'en parle à personne, mais la nuit qui suit, elle ne dort pas. Durant les jours suivants, d'autres éléments se mettent à surgir, des fragments, des impressions, des sensations. Le bruit d'un verrou qui claque, le poids d'un regard posé sur elle, le froid d'un carrelage contre sa peau nue. Elle n'est plus certaine de rien, tout semble à la fois réel et irréel, comme si une autre version d'elle-même remontait lentement des profondeurs. Un matin, elle se regarde dans le miroir, et une phrase lui traverse l'esprit sans logique apparente. « Tu n'as pas le droit de parler. » Elle reste figée. Cette phrase, elle ne l'a jamais entendue, mais elle la reconnaît. Cindy commence à noter tout ce qui surgit. Elle tient un carnet, y inscrit ses rêves, ses sensations, les mots qui lui viennent. Peu à peu, un schéma se dessine, toujours le même décor, toujours la même peur, toujours la même confusion entre l'intime et le danger. Elle consulte une thérapeute spécialisée dans les traumas précoces, une femme calme, ancrée, qui ne force rien. Lors de la première séance, Cindy dit simplement « Je ne me souviens de rien, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » La thérapeute ne cherche pas à extraire des souvenirs, elle l'accueille. Et surtout, elle lui explique ce mot que Cindy avait lu sans le comprendre vraiment. Dissociation. La dissociation, c'est ce que le cerveau met en place quand ce qu'il vit est trop douloureux pour être intégré. C'est un mécanisme de survie. Quand on est trop petit, quand on ne peut pas fuir ni lutter, le seul refuge devient l'oubli. Mais ce n'est pas un oubli mental, c'est un refoulement corporel, une fracture intérieure. Au fil des séances, Cindy comprend qu'elle n'a pas oublié au sens classique, elle a encaissé sans digérer. Et aujourd'hui, alors que sa vie extérieure semble stable, son inconscient estime qu'il est enfin temps de faire remonter ce qui a été enfoui. Mais la remontée ne se fait pas en mots, elle se fait en flash, en tension musculaire, en sensation de vide, en réaction disproportionnée à des stimuli simples. Le corps parle, enfin. Ce processus, loin d'être linéaire, est douloureux. Cindy doute d'elle-même, elle a peur d'inventer, elle culpabilise. Personne dans sa famille ne lui a jamais parlé d'aucune agression, d'aucun abus, et pourtant tout en elle hurle une vérité que personne ne lui a jamais confirmée. Un soir, elle rêve qu'elle se noie dans une baignoire. Elle se réveille en pleurs, le souffle court, enroulée sur elle-même. Elle sent son corps couvert de sueur, mais aussi de rage. Pour la première fois, une colère enfouie remonte. Elle ne sait pas encore contre qui, mais elle sait qu'elle n'a pas halluciné. Cindy entre alors dans une nouvelle phase. Ce n'est plus la peur qui domine, mais une forme de lucidité douloureuse. Elle va devoir affronter ce qu'elle n'a jamais eu le droit de dire. Même si ça dérange, même si personne ne la croit, même si elle n'a pas de preuves, seulement un corps qui se souvient à sa manière. Cindy est le reflet vivant d'un paradoxe psychique complexe. Elle ne se souvient pas, mais elle sait. Ce qu'elle incarne, c'est la violence silencieuse du trauma préverbal, du trauma dissociatif et de ce que l'on appelle la mémoire implicite. Pas de récit clair, pas d'image complète, mais un corps qui parle, un inconscient qui protège et un moi conscient qui doute de lui-même. Quand un événement est trop violent et que l'enfant est trop jeune pour le comprendre, trop dépendant pour fuir,
trop seul pour crier, le cerveau coupe. Il compartimente. C'est ce qu'on appelle la dissociation structurelle de la personnalité. Une partie de soi continue à vivre, à fonctionner. Une autre partie encaisse, garde, contient l'horreur. Le résultat, une personne qui semble normale, mais qui vit avec des zones d'ombre psychiques, des trous, des oublis, des sensations étranges, des réactions disproportionnées à des déclencheurs invisibles. Cindy, comme beaucoup de survivants de traumas précoces, n'a pas oublié volontairement. Elle a été coupée d'elle-même pour survivre à ce qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Le cerveau oublie, mais le corps, lui, se souvient. Ce principe, au cœur des travaux de Bessel van der Kolk, le corps n'oublie rien, est fondamental. Chez Cindy, la mémoire traumatique se manifeste par le langage corporel, nausées, frissons, tensions musculaires, palpitations, cauchemars. Ces manifestations ne sont pas des symptômes psychosomatiques. Ce sont des fragments d'un passé non digéré, qui cherchent une sortie. Mais dans une société où tout ce qui ne se prouve pas est suspect, ce que vit Cindy est souvent invalidé, même par elle-même. Il existe plusieurs formes de mémoire. La mémoire explicite, consciente, narrative, accessible, et la mémoire implicite, émotionnelle, sensorielle, non verbale. Le trauma vécu très jeune, en particulier avant le développement du langage, s'inscrit dans cette mémoire implicite. On ne s'en souvient pas au sens classique, mais on le revit inconsciemment dans le présent. C'est pourquoi un simple parfum, un geste, un mot peut déclencher une crise de panique sans cause apparente. Ce n'est pas irrationnel, c'est une connexion archaïque bien réelle, mais pas encore traduite en mots. Ce qu'il y a de plus cruel dans ce type de trauma, ce n'est pas seulement l'abus initial, c'est ce qui vient après, le doute permanent. Cindy ne sait pas si ce qu'elle ressent est vrai, elle n'a pas de souvenir clair. Personne ne lui a jamais confirmé quoi que ce soit, et pourtant, tout en elle hurle que quelque chose s'est produit. Ce conflit intérieur entre sensation et rationalité est un enfer psychique. Il isole, il fragilise, et il pousse parfois les victimes à se trahir elles-mêmes, à étouffer leur intuition pour rester raisonnables. Cindy vit ce que vivent beaucoup de survivants d'abus dissociés. Elle a subi un événement violent, dont elle ne garde pas de souvenir clair. Elle porte la douleur, les conséquences, les peurs, et en plus, elle doute d'elle-même car personne ne l'a crue ni validée. C'est la double peine du trauma dissocié, souffrir sans pouvoir prouver, se reconstruire sans point de départ clair. Pourquoi maintenant? On pourrait se demander. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des années de silence, le passé remonte? La réponse est simple. Le cerveau attend que ce soit sûr pour ouvrir les tiroirs verrouillés. C'est souvent à l'âge adulte, quand la personne est plus stable extérieurement, que l'inconscient autorise le retour progressif du trauma. Comme si la psyché disait « Tu peux enfin regarder, tu es assez forte ». Mais ce retour ne se fait pas comme dans un film. Il est lent, confus, douloureux, et chaque souvenir retrouvé est une victoire et une épreuve. Cindy ne cherche pas la vérité absolue, elle cherche un droit à ressentir ce qu'elle ressent, sans se juger. Elle ne veut pas accuser, elle veut comprendre, et surtout se reconnecter à elle-même. C'est ici que Cindy franchit une étape intérieure décisive, non pas pour retrouver toute la vérité, mais accepter de s'écouter, de ressentir et de redevenir entière. Un tournant délicat, lent, mais libérateur. Cindy comprend qu'elle n'aura peut-être jamais toute la vérité, pas de scène précise, pas de récit clair, mais une certitude intérieure s'installe. Ce qu'elle ressent est légitime. Et pour la première fois, elle choisit de croire son corps. Elle ne cherche plus à forcer les souvenirs. Elle ne se torture plus à essayer de se rappeler. Elle cesse de traiter ses absences comme des faiblesses. Elle décide de les regarder comme des preuves de survie. Le vrai tournant vient lors d'une séance. Un mardi matin, sa thérapeute lui dit doucement « Ce qui vous est arrivé ne peut peut-être pas être dit, mais ce que vous ressentez peut être entendu et respecté. » Cindy fond en larmes. Pas de cris, pas d'explosion, juste ce relâchement. Elle n'a plus à lutter, elle n'a plus à prouver. Elle a le droit de ressentir, le droit de douter, le droit de poser ses propres limites. Même si personne ne comprend, même si personne ne se souvient à sa place. Peu à peu,
Cindy reprend contact avec son corps. Elle commence une thérapie sensorielle douce. Des exercices de respiration, d'ancrage, de reconnexion à la peau, aux émotions. Elle apprend à dire non, même sans justification. Elle se surprend à aimer des choses simples. Le contact d'un drap chaud, le goût d'un fruit, la lumière du matin. Des choses banales, mais qu'elle n'avait jamais vraiment senties. Elle réintègre la vie par les sensations. Mais tout n'est pas linéaire. Il y a des jours où la panique revient sans prévenir. Des nuits où les cauchemars l'étranglent à nouveau. Des moments où le doute revient, vicieux, comme une voix intérieure qui dit « Et si tu avais tout inventé ?» Mais maintenant, elle sait quoi répondre. Mon corps n'invente pas, il se souvient autrement. Un jour, elle reçoit un appel inattendu. Une ancienne voisine de son enfance. Une femme âgée, qui l'a croisée à la boulangerie et l'a reconnue. Elles prennent un café, et sans même que Cindy n'aborde le sujet, la voisine dit doucement « Ton père était spécial. On ne le voyait jamais avec toi. Ta mère disait que tu étais fragile, mais moi, j'ai toujours senti que tu avais l'air absente. » Un frisson, ce n'est pas une preuve, mais c'est une validation. Un petit éclair dans l'ombre. Cindy ne cherche pas à aller plus loin. Elle n'a pas besoin d'un procès ni de vengeance. Elle veut juste reprendre possession d'elle-même. Elle y parvient, pas d'un coup, mais jour après jour, fragment après fragment. Elle reprend goût aux choses. Elle ose se dire qu'elle a envie d'être aimée. Elle commence à écrire, des textes courts, des phrases incomplètes, parfois juste des mots posés sur une page blanche, mais dedans, il y a elle. Ce que Cindy découvre, ce n'est pas une mémoire parfaite, c'est une dignité retrouvée, la possibilité d'exister sans se justifier. Elle apprend que la reconstruction, ce n'est pas forcément savoir ce qui s'est passé, c'est pouvoir dire « Je ne sais pas tout, mais je sais que je souffre, et j'ai le droit d'en prendre soin. » Elle n'aura peut-être jamais de réponse claire, mais elle a cessé de vivre dans le silence, et ça pour elle, c'est déjà une victoire immense. Cindy n'a pas recouvré sa mémoire. Elle a quelque chose de plus précieux encore, la permission d'exister même sans explication. Dans un monde qui valorise la preuve, la clarté, la chronologie, elle a choisi la vérité floue mais sincère de ses sensations et ça suffit. Parce que parfois, la mémoire la plus authentique n'est pas celle qui raconte, c'est celle qui ressent encore malgré l'oubli. Combien d'entre nous vivent ainsi, amputés de fragments d'eux-mêmes? Combien ont appris à fonctionner au lieu de vivre, à s'adapter au lieu de sentir? Combien portent des cicatrices qui n'ont pas de nom, mais qui gouvernent chaque choix, chaque silence, chaque peur? Cet épisode n'est pas une histoire de souvenirs, c'est une histoire de retour à soi, de reconnaissance intime, de cette voix en nous qui dit, doucement mais fermement, « Tu n'as rien à prouver, tu as juste à t'écouter. » Aujourd'hui, c'était l'histoire de Cindy, mais quelque part, c'est peut-être aussi la vôtre. Ce n'est pas ce que tu as oublié qui t'a brisé, c'est le fait qu'on ne t'ait jamais laissé le droit de t'en souvenir. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes, et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.